Bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous présenter en fait le fruit de bon nombre de réflexions qui ont eu lieu au sein de notre institut. Avant de commencer, je vais vous présenter rapidement les présentateurs et par la suite, je vous ferai une courte présentation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Quelques chiffres en fait pour vous donner un peu une idée de ce qui se fait ici et de quoi il en sort. Encore une fois, les personnes qui présenteront à tour de rôle vont se présenter par la suite, mais je veux quand même souligner leur rapport en amont, soit Mme Jenny Dumont, qui est chef de service du 3e Notre-Dame, unité de gériatrie, Mme Andréane Gagné, conseillère cadre aux activités cliniques à la direction des soins infirmiers, Mme Joanne Houd, conseillère clinicienne en soins infirmiers à la direction des soins infirmiers, Mme Carole Lavoie, coordonnatrice de la gestion des risques et de la qualité, la direction générale, Mme Martine Côté, infirmière clinicienne de l'équipe de consultation gériatrique, et moi-même, Sébastien Blais, coordonnateur à l'optimisation des processus et de la performance à la direction générale. Donc, vous voyez que le travail qui a été fait, particulièrement touchant en fait le transfert et le lien entre les risques de chute, est un travail multidisciplinaire. Donc, vous verrez plusieurs de ces personnes, en fait, l'ensemble de ces personnes contribuer lors de la première présentation, qui devrait durer environ une cinquantaine de minutes. Donc, sans attendre, je vous présente rapidement l'UCPQ. Donc, en quelques mots, en fait, l'acétate suivante, l'acétate 3. Donc, l'UCPQ, c'est 3 volets. La notion d'institut universitaire, bien sûr, est accolée au fait du croisement des volets hospitaliers, le volet de la recherche et le volet de l'enseignement, dans les sphères suivantes. Merci, Martine. Donc, essentiellement, nous avons 14 500 hospitalisations par année avec une durée moyenne de séjour d'environ 6 jours. Très variable d'une spécialité à l'autre, encore une fois, mais quand même, il y a des liens importants à faire là-dessus. En cardiologie, comme je vous dis, plus de 7 000 procédures d'hémodynamie, 2 300 procédures d'électrophysiologie et 2 500 chirurgie cardiaque. Nous couvrons, bien sûr, l'ensemble de l'Est du Québec au niveau supra-régional. Également, nous avons un volet qui n'est pas mentionné dans notre mission, mais la chirurgie bariatrique prend un point assez important au niveau de chirurgie complexe. On parle de gastrectomie pariétale et de dérivation bilo-pancréatique. Ici, donc, des procédures qui sont majeures en bariatrique, soit plus de 600 chirurgies, un accroissement assez marqué dans les dernières années. Également, en pneumologie, plus de 6 500 chirurgies thoraciques. À titre indicatif, nous sommes le plus important volume clinique en cardiologie ultra spécialisée au Québec et au Canada sur un même site. Donc, dans le même édifice, on ne peut pas se targuer d'être l'établissement qui en fait le plus, mais sur un même site, nous avons le plus grand volume. On a un centre d'excellence en chirurgie bariatrique, nommé par le ministère, et également un centre suprarégional en oncologie pulmonaire. Donc, d'où bon nombre de notre volume de chirurgie thoracique. À titre indicatif, il y a environ 8 000 hospitalisations en cardiologie, 2 000 en pneumologie, et les autres sont répartis dans nos autres programmes clientèle, soit la gériatrie, soins personnes âgées et soins palliatifs. On a également des soins touchant la médecine interne qu'on mentionne ici comme étant médecine spécialisée. Donc, vous voyez qu'on a quand même un volet très spécialisé, mais on conserve quand même une petite portion généraliste pour soutenir nos grands champs de spécialité. Et finalement, au niveau de la recherche, vous voyez qu'il y a vraiment un alignement direct entre la cardiologie qui est vraiment alignée sur la cardiologie, l'obésité et la pneumologie, ce qui fait que c'est un groupe de recherche avec des actes de recherche qui sont vraiment alignés à sa mission clinique ultra spécialisée. Comme le mentionne le Fonds de recherche en santé du Québec, qui nous a attribué une cote exceptionnelle. Donc, encore une fois, il y a un très grand alignement à l'égard de nos axes de recherche et bien sûr l'enseignement qui en découle. Notre volume d'enseignement est très, très élevé également. C'est un élément à mentionner, mais nos volumes de chirurgie, tel que je vous les mentionne, croisent d'environ 5 à 10 chirurgie et procédures d'environ 10 par année. Donc, on essaie 5 à 10 donc on essaie toujours de trouver des moyens de rendre l'accessibilité de ces services-là qui sont ultra spécialisés. Donc, je vais maintenant passer la parole à Mme Joanne Houd, conseillère clinicienne, qui, je dirais, a été la chef de projet, la porte-étendard du projet qui va vous être présenté dans les prochaines minutes. Merci. Alors, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir, au nom de l'équipe interdisciplinaire, d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager le fruit un peu des questionnements qu'on a eus au niveau de la prévention des chutes dans notre établissement. On en entend beaucoup parler. C'est un sujet d'actualité. Au niveau des chutes, on sait que les coûts humains et les coûts financiers sont très élevés. Alors, il en coûte des millions par année pour soigner les patients qui ont subi des chutes et des conséquences liées aux chutes. Et on sait aussi, si on regarde à plus petite échelle, que ça pourrait être un de nos proches qui soit affecté par ce type d'événement-là. Alors, la présentation d'aujourd'hui se veut un partage
d'une réflexion qui a été suscitée au départ avec l'expérience clinique et pour prévenir les chutes. C'est-tu la prochaine? Oui. Prochaine diapo. Alors, pour vous mettre un petit peu en contexte, on a une stratégie de prévention des chutes qui est en place depuis 2009 dans notre établissement. Et il y a plusieurs activités, plusieurs interventions qui ont été mises en place, mais il y a toujours des questionnements qui sont suscités et qui reviennent de la part des gens. Entre autres, au niveau du risque de chute, quand les gens sont admis au transfert et au transfert intra-unité et au transfert inter-unité aussi. Dans l'établissement, ce qui avait été convenu, la pratique qui était recommandée, c'est de faire le dépistage du risque de chute dans les 24 heures de l'admission. Si on regarde au niveau de la littérature, c'est pas tranché aussi clairement. Alors, on dit le plus près possible de l'admission, mais on peut pas discerner vraiment l'intervalle. C'est-tu 24 heures, c'est-tu 48 heures et tout ça. Mais au niveau de l'établissement, on avait statué dans les 24 heures suivant l'admission, mais aussi suivant le transfert intra- ou inter-unité. Et il y avait quand même des gens qui se questionnaient là-dessus. Oui, à l'admission, c'est correct. Au changement de la condition, ça va. Au changement, au transfert d'unité aussi. Mais au transfert intra-unité, les gens avaient un petit peu plus de difficulté à comprendre l'importance de refaire une évaluation du risque de chute parce qu'ils disaient, oui, mais c'est la même unité, ils voient les mêmes gens et tout ça. Et n'avaient peut-être pas tout à fait conscience de l'impact du changement d'environnement, parce que là, la porte est plus à la même place, la toilette est plus la porte de la toilette, la porte du garde-robe, c'est plus à la même place, les effets du patient sont plus disposés de la même façon et tout ça. Et c'était un peu à partir de ce questionnement-là qui a suscité d'autres interrogations là, sur lesquelles, au niveau de l'équipe, on s'est mis à réfléchir. Alors, après 4 années d'implantation, c'était le temps là, de se positionner par rapport à notre expérience clinique, mais aussi par rapport à la littérature. On sait qu'on a 3 types de chutes qui peuvent survenir. Il y a des chutes carrément accidentelles, par exemple, au niveau de l'environnement. Ça peut être une flaque d'eau, ça peut être quelqu'un qui a passé, qui a échappé de l'eau, s'en est pas rendu compte, quelqu'un va glisser, c'est vraiment une chute accidentelle. On a les chutes physiologiques non anticipées. Par exemple, une personne qui est hospitalisée va faire une complication qui rien nous permettait de croire qu'il pouvait survenir. Par exemple, quelqu'un va faire un épisode d'arythmie cardiaque et peut s'effondrer. On ne pouvait pas le prévoir parce que c'était pas documenté dans sa condition clinique. Et on a les chutes physiologiques anticipées où la condition clinique du patient, son état de santé qui peut être précaire, un petit peu de troubles cognitifs peut-être avec ça, fait qu'on peut mettre en place des actions pour prévenir, dépister le risque et prévenir ces événements-là. Finalement, il y a deux types de chutes qu'on peut avoir, qu'on peut agir. Ce sont les chutes accidentelles au niveau de l'environnement, puis les chutes qu'on peut anticiper. Alors, les objectifs de la présentation. Cette présentation-là a été, ce partage-là a été fait, ça a été présenté au chef d'unité et ça a même été étendu là, jusqu'au comité de direction. Ça a suscité un vif intérêt. Le but, c'était de partager les préoccupations de l'équipe interdisciplinaire, les questionnements qu'on avait et faire en sorte que les gens se sentent concernés, engagés. Ça a suscité des discussions. Et les gens sont devenus plus partie prenante. Et il y a eu des retombées suite à ce partage d'expérience-là que Andréane va vous présenter un petit peu plus tard, là, vers la fin de la présentation. Alors, le but, c'était de partager le résultat de nos réflexions, de valider certains constats qu'on avait en lien avec les chutes et de les valider aussi avec la littérature, de sensibiliser à l'importance d'évaluer le risque de chute selon la pratique recommandée, de démontrer l'importance par un exemple que l'analyse d'une chute doit être faite le plus rapidement possible après l'événement. Alors, on a un bel exemple à vous démontrer et de discuter de notre pratique aussi en termes de prévention des chutes. Alors, le premier questionnement qu'on a eu, c'est est-ce qu'il y a un lien entre les chutes et le transfert des usagers? Ce qu'on sait, c'est que les personnes de 65 ans et plus sont plus à risque de chute et représentent la plus grande proportion des chuteurs. Ça, c'est confirmé par la littérature, mais on voulait quand même regarder c'était quoi nos données ici, nous autres, dans l'établissement. Alors, on a recensé 3 années, 2009, 2010, 2010, 2011 et 2011, 2012, pour voir un peu la proportion de chutes. Et on se rend compte que
à peu près 25 des chutes surviennent dans les 24 heures suivant soit l'admission, soit un transfert intra- ou interunité. Et si on regarde dans les 48 heures, on augmente à peu près à 35 Et dans ce 35 %-là, le 24 heures est inclus. Alors, ce qu'on voit, c'est que la plus grande proportion survient dans les 24 heures, ce qui venait confirmer un petit peu le questionnement la décision qui avait été prise de recommander de faire l'évaluation du risque de chute le plus près possible de l'admission. Vous savez, dans l'établissement, on a à peu près 50 000 transferts intra-interunités par année, et il y en a 10 000 là-dessus qui sont intra-unités. Pourquoi on a tant de transferts? Bien, on a tout ce qui est les éclosions, par exemple, des épisodes de gastro, les épisodes de grippe. Là, c'est difficile. On a des clients dont la condition change, alors on a besoin d'une chambre privée, on a besoin de déplacer des gens, et plein d'autres facteurs qui peuvent être influencés là-dedans. On sait que les urgences souvent sont débordées, alors il y a des mouvements de patients dans l'établissement qui sont dus aussi en partie à ça. Alors, c'est pour ça qu'on a autant de transferts et c'est pour ça que c'est important d'être sensibilisé au risque de chute. On s'est posé aussi une autre question. Alors, quelle était la nature des chutes? Comment on trouve les patients? Alors, qui est en lien aussi avec les déclarations H223, et on s'est demandé aussi qui tombe et quand. Alors, je vais inviter Carole à venir nous parler un petit peu de la répartition des chutes selon le type. Oui, bien ici, ce qu'on voit, c'est le tableau de répartition des chutes selon le type, donc la nature des chutes. Les données sont extraits des déclarations d'accidents et d'incidents, soit sur le formulaire H223, que les employés complètent lorsqu'il arrive des accidents. Et puis, ce qu'on peut constater dans la première colonne, c'est les types de chutes. Donc, on voit les trouver par terre, en circulant, les quasi-chutes, la chaise ou du fauteuil, du lit, la civière ou d'autres types de chutes. Et on a les données depuis 2009 à aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une augmentation des trouvés par terre, des chutes où les usagers sont retrouvés par terre, alors qu'on a une diminution du nombre de chutes du lit. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que au fil du temps, les gens ont reçu de la formation pour compléter le formulaire H223 et on leur a indiqué de ne pas interpréter le constat de l'événement, c'est-à-dire qu'au moment où la chute survient, souvent les personnes interprétaient que l'usager était tombé en bas du lit, alors qu'en fait, ils l'avaient trouvé par terre, mais il n'y a rien qui nous indique que réellement l'usager était tombé de son lit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans les constats d'accident, on ne retrouve pas nécessairement la cause exacte de la chute, mais plutôt le constat au moment de l'événement. Donc, c'est plus difficile à ce moment-là de trouver des mesures qu'on peut mettre en place pour éviter la récurrence. Alors, pour réussir à trouver ces causes, il faut nécessairement faire une analyse, une enquête avec analyse pour être capable de relever ces causes et de mettre en place des mesures pour éviter cette récurrence. Alors, on a voulu regarder aussi si le sexe avait une influence sur les chutes. À l'UICPQ, la proportion d'hommes et de femmes est d'environ 60-40 %. Alors, on a décortiqué les données pour voir si on pouvait sortir quelque chose de ces informations-là. Et on se rend compte que c'est à peu près les mêmes proportions, 60-40 %. Alors, on sait que la témérité des hommes est documentée dans la littérature. On sait que les hommes, en vieillissant, ont plus tendance à se lever pour aller aux toilettes à cause de l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais on se demandait s'il y avait autre chose. Mais on se rend compte que non, c'est pas vraiment significatif. Prochaine diapo. Alors, on a regardé aussi, on a décortiqué dans les 24 heures, dans les 48 heures, s'il y avait une différence au niveau des proportions. Alors, on a encore à peu près le 60-40 %, et quand on fouille un petit peu plus au niveau de la littérature, on se rend compte que même si, en apparence, les hommes pourraient avoir tendance à chuter plus que les femmes, ça a tendance à s'égaliser en cours de route. Mais on s'est demandé aussi qui chute et quand et pourquoi. Alors, oui, on sait que la majorité des chutes survient la nuit et qui est
Oui, non, vas-y, c'est correct, c'est moi qui c'est un petit peu confondu. Alors, on s'est demandé vraiment quelle était la répartition. On a pris tous les rapports d'accidents et on a fait l'analyse aux 15 minutes des heures où les chutes sont survenues pour se rendre compte, finalement, qu'on avait des pointes au début de la nuit, comme minuit, 2 heures à 4 heures, 6 heures le matin, et on avait une pointe vers 18 heures l'après-midi. Alors, on a cherché, il y a des explications à ça. Hein. On sait que chez la personne âgée, les repères sont plus difficiles la nuit, surtout qu'au niveau visuel, des fois, il y a des atteintes. On sait que les paramètres du sommeil sont modifiés avec le vieillissement. Alors, la phase de sommeil léger est plus grande, la phase de sommeil profond est plus courte, ce qui amène des éveils fréquents. On dit qu'une personne âgée peut se réveiller entre 0 et 20 fois par nuit. Alors, le temps d'endormissement est aussi plus long. On dit que les usagers de 65 ans ou plus se lèvent au moins une fois par nuit pour aller aux toilettes. Et la fréquence de ces éveils augmente s'il y a prise de diurétique. Il y a aussi un autre facteur qui est associé au fait d'avoir fréquemment envie d'uriner la nuit, c'est que le cycle, la perfusion rénale elle peut être augmentée parce qu'on a une hormone antidiurétique qui normalement fonctionne. C'est comme chez vous, chez moi, et qui fait que nous, on se lève pas la nuit pour aller aux toilettes. Et ce cycle-là est perturbé chez la personne âgée. Alors, on n'a plus l'action de l'hormone antidiurétique qui dit à notre corps, finalement, ben là, produis moins d'urine parce que je suis en phase de sommeil la nuit. Alors, compte tenu que cette sécrétion d'hormones-là est absente, alors il y a une fonction rénale qui se continue. Comme si on était le jour, finalement. On sait que l'incontinence urinaire, les urgences mixtionnelles, les déficits visuels et l'usage des benzodiazépines viennent augmenter aussi, sont des facteurs contribuant là, au risque de chute. La pointe à 18 heures nous a comme un peu surpris, en ce sens qu'on se disait, mais pourquoi à 18 heures le soir? Alors, c'est-tu parce qu'il y a moins de personnel, parce que c'est les heures de souper? C'est-tu l'effet des diurétiques qui a été donné en journée ou qui atteint peut-être un peu son apogée vers 18 heures le soir? C'est-tu parce qu'ils soupent un peu de bonne heure, puis là, ils ont envie d'uriner vers 18 heures? Alors ça demanderait une analyse un petit peu plus approfondie là, pour être capable de trouver plus les facteurs qui sont liés à la pointe qui a été observée au niveau de 18 heures le soir. On s'est demandé aussi, autre question, s'il y avait un lien entre les chutes et la durée de séjour et quelle était la proportion de chuteurs multiples qu'on avait dans l'établissement. Alors, au niveau de la durée de séjour, les personnes de 65 ans et plus ont une durée moyenne d'environ 8,5 jours. Et quand on regarde la clientèle de 75 ans et plus, cette durée moyenne-là augmente aux alentours de 10 %. Chez les chuteurs, la durée moyenne de séjour est d'environ 30 jours pour ces gens-là. Alors, on ne connaît pas la variance qui peut être attribuée soit au fait que le patient chute ou son état de santé, mais qu'est-ce qui peut être attribué aux conséquences de chute. Mais ce qui est observé, c'est que nos chuteurs sont longtemps à l'hôpital, mais on ne peut pas savoir quel aurait été le parcours d'un usager s'il n'avait pas chuté. J'inviterai Martine à compléter un petit peu les informations, les données qu'on peut avoir et les liens qu'on peut faire. Je vais me rapprocher. Donc, comme vient de dire Joanne, on se questionne évidemment, là, est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Nos patients qui sont des chuteurs multiples, est-ce que c'est justement parce que ce sont des patients qui sont fragiles dès l'admission, qui ont d'autres complications pendant leur séjour, donc évidemment, chute, reste plus longtemps. Donc, c'est vraiment pour nous difficile de différencier, mais on sait que cette clientèle-là, justement, là, est à risque de chuter et de rejeter pendant l'épisode de soins. Oui. Puis, évidemment, l'autre aspect qu'on peut mentionner, c'est l'incidence du délirium chez la clientèle fragile. Donc, un patient, justement, qui est confus, téméraire, qui ne respecte pas les consignes, et évidemment, le place plus à risque là, de chuter pendant son épisode de soins. Et que penser des chuteurs multiples maintenant? Alors, on a regardé la proportion de chuteurs multiples dans l'établissement qui tourne aux alentours de 20 % de gens qui font plus qu'une chute. Ça peut varier entre 0, 2, 3 et même jusqu'à 6 et 7 chutes pour certains usagers. Alors, chez les chuteurs multiples, on s'est rendu compte que la moyenne était d'environ
tourne aux alentours de 3 %. Et ces chutes multiples, oui, c'est ça. Et ces chutes multiples-là, le nombre de chutes représente 40 % de toutes les chutes. Alors, on a voulu pousser un petit peu plus loin le questionnement en rapport avec les chuteurs multiples. Et au niveau de la réadaptation, il y a eu une sous-analyse qui a été conduite, entre autres, pour rechercher un peu les facteurs et l'influence de ça. Et j'inviterai Sylviane à venir nous parler de la réadaptation en lien avec les chuteurs multiples. J'ai commis un impair politique. J'ai oublié de vous présenter également Mme Sylviane Picard qui va intervenir, qui est coordonnatrice clinique en physiothérapie. C'est vraiment pas grave, Sébastien. Merci. Donc, au niveau des chuteurs multiples, on voit que depuis justement 2009, on a une moyenne de chutes par personne là, de près de 3. Donc, on a regardé justement comment on pouvait intercepter cette cascade d'événements-là chez les chuteurs multiples. Donc, c'est sûr que souvent, dans ces cas-là, quand on est rendu à multiples chutes, souvent il y a des causes multifactorielles à cette problématique-là. Souvent, c'est des cas complexes aussi qu'on a. Quand on est rendu à 2 chutes et plus, bien souvent, c'est pas nécessairement accidentel. Bien, il peut y avoir une partie aussi qui est physiologique. Mais l'important, c'est qu'on se disait qu'il faudrait à ce moment-là élargir un petit peu plus l'équipe multidisciplinaire afin d'évaluer plus en profondeur les causes. Donc, au niveau des références en réadaptation, on a regardé pour 2006-2007 quel est le pourcentage des chuteurs multiples qui avaient accès à des services de physiothérapie et ergothérapie suite à la 2e chute. On arrivait à un taux de 68 %. Donc, de là, les démarches qui ont été faites justement par le Comité de prévention des chutes pour maximiser un petit peu plus l'apport de la réadaptation en incitant le personnel médical et infirmier à référer un petit peu plus suite à la 2e chute chez les usagers. Donc, ça a porté fruit parce que 5 ans plus tard, lorsque l'audit a été refait en 2011-2012, on était rendu à un taux de référence de 93 %. Donc, une augmentation de 25 % sur ce 5 ans-là. On s'est aussi penché à regarder le délai de prise en charge parce que, oui, c'est bien de référer en physiothérapie, en ergothérapie, mais est-ce que les requêtes étaient prises en charge rapidement, étant donné qu'on sait que les chuteurs multiples peuvent chuter même plusieurs fois dans une même journée? Et étant donné que le service avait coté l'évaluation des risques de chute dans une priorité 1, donc leur but était d'intervenir dans un délai de 24 heures. Donc, on a pu obtenir le chiffre comme quoi que 78 % des requêtes étaient vues dans ce délai-là de 24 heures. Cette année, en 2013-2014, nous allons refaire l'audit pour vérifier justement le nombre de références qui est fait en réadaptation ainsi que le délai d'intervention pour s'assurer qu'on continue à s'améliorer de ce côté-là. Donc, on parlait d'intercepter la cascade d'événements, mais on s'est penché après ça sur la situation en se disant, est-ce qu'on pourrait être plus proactif, dans le fond, de prévenir ou identifier ces chuteurs-là avant que la cascade s'enclenche? Donc, pour cette raison-là, on a regardé si au niveau de la réadaptation, on connaissait déjà ces usagers-là avant qu'ils deviennent des chuteurs multiples. Malheureusement, on s'est aperçu que seulement 28 % des usagers étaient connus en réadaptation là, avant l'épisode de soins qui a amené ces multiples chutes. Donc, c'était un petit peu plus difficile d'identifier de ce côté-là, étant donné qu'ils étaient peu vus avant. Et on s'est aperçu aussi que les nouveaux chuteurs multiples, c'était pour la plupart, donc presque 100 %, donc 98 % de ces chuteurs multiples-là qui étaient des nouveaux chuteurs multiples. Donc, quand on regardait les précédentes hospitalisations, ils n'avaient pas nécessairement cette caractéristique-là. Parce que si ça aurait été le cas, on aurait pu identifier les dossiers déjà au départ comme étant un patient à chute multiple. Donc, ça nous aurait permis d'intervenir plus rapidement lors d'une prochaine admission, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, pour cette raison-là, étant donné qu'on voyait qu'il n'y avait pas nécessairement de plus-value à identifier le dossier, nous sommes allés plus avec l'évaluation, comme Joanne vous parlait tantôt, avec l'échelle de Morse, près de l'admission, donc à essayer, dans 24 heures, d'évaluer les risques élevés de chute et de fournir des interventions universelles individualisées au niveau des équipes sur les étages pour intervenir rapidement sur les patients qui sont à risque élevé. Il est à noter également qu'on a remarqué au niveau de l'épisode de réadaptation qu'une durée moyenne, justement, de réadaptation ici, en CH aigu, était de 45 jours chez les patients qui ont des chutes multiples, alors que ceux qui ont des chutes un petit peu plus isolées, on voyait une durée moyenne de séjour de 30 jours.
Donc, on voit que ça a un impact important sur la durée de séjour dans l'établissement. À la diapositive 21, vous allez retrouver justement qu'au moins 33% des chuteurs multiples étaient décédés avant la fin de l'année 2011-2012 quand on a fait l'audit. Ça ramène un petit peu le questionnement tantôt que Martine amenait, c'est-à-dire à savoir est-ce que la condition médicale de ces patients-là était tellement précaire que ceci expliquait en partie les chutes, ou si c'est plutôt que la chute a été un facteur contributif à la détérioration importante de l'état de santé. Donc, c'est difficile de dire, un peu comme on disait tantôt, la poule ou l'œuf, parce qu'on sait que la fréquence et la gravité des blessures ont tendance à augmenter, évidemment, avec l'âge. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-il important de faire une analyse post-chute? Eh bien, la réponse est oui. En effet, il faut faire une enquête et une analyse pour être capable de trouver les causes des chutes, pour pouvoir intervenir, trouver la meilleure solution possible pour éviter le retour d'autres chutes du même genre et partager l'information avec nos équipes pour améliorer les pratiques. Alors, on va voir dans la pratique un cas avec Jenny. Bonjour. Alors, moi, je vais vous faire part, en fait, d'un événement qui est survenu sur l'unité où je travaille. En fait, il s'agit d'une femme de 89 ans qui avait été admise le 27 avril pour une diminution d'état général et chute multifactorielle. C'est une dame qui, à la base, habitait encore avec son fils, mais qui commençait à présenter des troubles cognitifs qui pouvaient interférer un peu avec sa sécurité au moment où, finalement, elle était seule à domicile, entre autres dans la gestion de la médication. Donc, elle était admise pour, entre autres, revoir le retour à domicile dans un milieu sécuritaire. Donc, on envisageait, une relocalisation avec des services en privé. Donc, normalement, on s'attendait à une durée moyenne de séjour assez brève. Et à la base, il faut aussi dire que la dame circulait sans accessoires de marche. Alors, cette dame-là a chuté le 13 mai. Et la recommandation qu'on avait de l'infirmière qui avait déclaré l'événement, c'était vraiment de faire un rappel finalement à la dame de demander l'aide pour ce déplacement. Ce qu'on disait comme cause de chute, c'est que la dame avait tenté de récupérer sa perruque qui était située dans une armoire de sa chambre et qu'elle avait été retrouvée sur le dos. Donc là, on s'est questionné sur les causes exactes. Est-ce qu'on avait mal évalué la personne sur son risque potentiel de chute à son admission? Est-ce qu'il y avait d'autres facteurs, étant donné qu'on s'attendait quand même à une dame qui, à la base, devait être autonome dans ses déplacements? Alors, et personne, finalement, dans l'histoire, en questionnant, n'avait pris le temps de rencontrer la dame pour vraiment aller voir et documenter qu'est-ce qu'il en était dans sa propre version. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai questionné la dame et finalement, cette dernière nous a expliqué que son fils avait disposé finalement sa perruque dans une armoire, mais à la dernière tablette. Donc, la dame, pour pouvoir atteindre cette hauteur-là, avait tout simplement monté sur la première marche de l'armoire. Et c'est une armoire, finalement, qui est dans une chambre double où on avait un troisième panneau, un panneau, je dirais, central, qu'elle croyait fixe, mais finalement qui faisait partie de l'armoire, donc qui était amovible. Elle s'est tenue tout simplement après ça et finalement, évidemment, la chute est arrivée par la suite. Donc, ce qui en a résulté, c'est une fracture péronée distale droit et évidemment une prolongation d'hospitalisation, diminution d'autonomie, aide au déplacement. Et aussi, ce que ça l'a amené, c'est que non seulement on n'était plus en démarche de relocalisation avec la dame avec service privé, mais maintenant, il fallait plus s'orienter vers une URFI afin de revoir aussi et récupérer le potentiel fonctionnel. Donc, la dame, elle a quitté finalement le 6 juin notre organisation pour aller faire sa réadaptation. Je veux revenir quand même sur l'importance de faire une bonne analyse pour mettre en place les bons filets de sécurité. Parce qu'à la base, finalement, cet événement-là, si on s'en tenait juste aux recommandations, on faisait juste dire à la dame de faire de demander l'aide aux besoins, alors que finalement, on avait une problématique au niveau de la sécurité de l'environnement qu'on n'avait pas réalisé avant cet événement-là par rapport à l'accessibilité des armoires. Donc, il y a des affiches d'avertissement qui ont été ajoutées finalement aux armoires de ce type-là.
l'importance de mettre les objets personnels à la portée de la main. On a aussi rajouté des crochets pour pouvoir barrer les armoires en cas de risque plus important. Et aussi, on a ramené aussi une grille d'analyse de l'événement pour vraiment bien identifier les causes de l'événement. Donc, à la lumière de ces discussions-là qui, en fait, touchent à la fois un cas très, très concret, d'analyser le coût complet des chutes, moi, c'est une petite lubie au niveau de la gestion de la performance, et d'autant plus qu'on a actuellement le module d'aide à la gestion de l'information clinique. Certains établissements qui sont à distance, bien sûr, connaissent peut-être Magic. On a ça, nous, de notre côté, avec le coût par activité, ce qui nous permet de reconstruire l'épisode de soins. Je vous dirais qu'on a à peu près 95% de l'épisode de soins qui est reconstruit, ce qui fait qu'on a quand même une bonne vue du coût complet de l'épisode, incluant la main-d'œuvre et bien sûr tout ce qui est fourniture coûteuse. Donc, moi, encore une fois, en arrivant ici à l'établissement il y a plus de 3 ans, je me suis dit, bon, quel est l'impact financier d'une chute? On a beaucoup discuté en équipe, à savoir, est-ce que les chutes, les quelques 600 chutes qu'on a pu répertorier dans le cadre des dernières années, est-ce qu'il y a un lien direct avec une augmentation des coûts liés à ces chutes-là? Donc, est-ce qu'il y a eu une incidence sur la durée moyenne de séjour du patient et les soins qui étaient requis à cet égard-là? Il est un peu difficile de l'identifier purement, à savoir s'il y a une augmentation de coûts direct. Le cas qui a été mentionné par Mme Dumont est un cas qu'on était capable vraiment, je dirais, d'isoler de manière spécifique quant au coût, puisqu'elle était supposée partir le lendemain et la chute a causé une prolongation de son séjour parmi nous. Donc, à cet égard-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une recomposition. Encore une fois, c'est une cliente, en fait, une patiente qui n'aurait pas dû rester entre nos murs, donc qui a dû rester, faire des allers-retours, particulièrement avec l'hôpital de l'Enfant Jésus, puisque nous ne faisons pas d'ortho ici dans notre établissement. Donc, encore une fois, elle sortait complètement de notre cursus clinique. Donc, à cet égard-là, la patiente, finalement, lorsqu'on décompose, en fait, les jours soins, le nombre de jours présents supplémentaires, soit 24, ce qui est quand même pas banal. On parle d'un 5 700 $ que ça peut coûter. Puis le pire, c'est que c'est sur une unité de soins de gériatrie, donc c'est pas celle qui requiert la plus grande lourdeur, la plus grande intensité clinique. Donc elle était vraiment dans un contexte où on assurait le confort. Il n'y avait pas d'intensité de soins qui était très, très élevée. La physiothérapie, lorsqu'on regarde les activités qui ont été faites, on en a pour 378, le travail social 472, ça c'est un coût moyen, je tiens à le mentionner. Les doses de la pharmacie spécifiques à cet épisode-là qui a été prolongé, encore une fois, on a pu reconstruire. On n'a pas compté les pilules, ne vous en faites pas, on a vraiment fait l'addition au niveau informatique, à savoir qu'est-ce qui en a été. Au niveau de l'ergo également, puis l'imagerie médicale, puisqu'il y a également des tests qui ont été faits ici. Ce n'est pas des montants très élevés, mais encore une fois, c'est quand même une notion d'accès sur nos plateaux techniques. Donc, au total, la dite chute, cette chute-là a coûté près de 7 000 $ à notre établissement, sans compter les travaux et les soins qui ont été offerts en réadaptation suite à la chute et pendant le transfert qui a eu lieu auprès de l'Enfant Jésus, qui était auparavant au sein du CHA de Québec. Donc, voilà globalement le coût que ça a engendré en termes de chute. Donc, il est possible, lorsqu'on isole un certain nombre de chutes, de reconstruire ces épisodes-là. Mais encore une fois, il faut bien déterminer s'il y a eu augmentation de la durée moyenne de séjour ou non. Est-ce que ça a généré des activités cliniques supplémentaires? Donc, encore une fois, c'est vraiment des coûts directs qu'on a pu identifier à cet égard-là. C'est un exercice qui est possible dans d'autres cas. Donc, j'invite Mme Andréane Gagné qui va vous parler en fait du plan d'action. Je peux ramener la slide précédente, du plan d'action qui a été mis en place suite à ces différents constats-là, du lien entre les chutes. Puis il y a un petit élément que j'aimerais rajouter, ce que ça a mentionné, puis on l'a dit rapidement. On travaille beaucoup sur les chuteurs de 75 ans et plus, mais à la suite de nos analyses, on s'est rendu compte que le 65 ans et plus était très pertinent d'être analysé également dans notre établissement, d'autant plus que notre moyenne d'âge, une des plus élevées au Québec, est à 66 ans au niveau de notre clientèle hospitalisée. Ce qui fait qu'encore une fois, c'est très, très pertinent de regarder cette vague-là parce qu'on ramassait environ 10 % de plus de chuteurs. Donc, le critère n'est pas l'âge de 75 ans, mais plus la condition clinique et effectivement le 65 ans. Donc, suite à la présentation des résultats qui a été faits, on a eu plusieurs activités qui ont été réalisées, dont 2 kiosques de sensibilisation, un qui était lié aux chuteurs multiples, surtout la nuit, de soir et de nuit, dont on a présenté les tableaux là, tout à l'heure qu'on présentait aux équipes de soir et de nuit. On leur a mentionné aussi l'importance d'amener les patients à la salle de bain avant le coucher.
à cause des chutes de nuit. Il y a également un kiosque dans le cadre de l'approche adaptée que l'équipe de réadaptation montrait aux gens comment bien utiliser un accessoire de marche, la marchette, la canne, comment ils pouvaient l'ajuster. C'est sûr qu'on a une belle opportunité avec le déploiement de l'approche adaptée, dans le sens où on fait une belle sensibilisation au niveau de l'ensemble du personnel de l'hôpital pour les chutes, que ce soit les infirmières, les ergos, également aussi l'entretien ménager, ne serait-ce que pour s'assurer que l'accessoire de marche est à portée de main pour le patient. Aussi, l'implantation a amené beaucoup d'outils dans lesquels on a intégré tout ce qui était lié aux chutes, dont un carton qu'on remet maintenant aux familles, sur lequel il est indiqué d'apporter des accessoires de marche, qui est marqué d'amener les bons chaussures antidérapants, ce qui aide beaucoup pour notre clientèle. Aussi, on a un guide qui a aidé, qui inclut une section sur la prévention des chutes, sur comment on peut conseiller aux personnes âgées, leurs proches, pour aider à préserver l'autonomie, en lien aussi avec les chutes. On a aussi eu des discussions avec les équipes de soir et de nuit, à savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme piste de solution pour justement diminuer les chutes de nuit et de soir. Ce qui est ressorti, c'est beaucoup au niveau des veilleuses le soir, de s'assurer que la chambre est libérée pour le patient avant de l'installation au coucher. Il y a aussi, au niveau de l'ETMIS, on travaille en collaboration avec eux sur une question sur l'évaluation des technologies qui est liée à la prévention des chutes pour les chuteurs multiples chez la personne âgée hospitalisée. On a également aussi, à venir, on a un article sur la prévention des chutes la nuit là, qui est écrit par notre collègue Martine. Et aussi, sous peu, il est sorti, qui est prévu à l'hiver 2014 en collaboration interpersonnelle entre le l'ICPQ et le CHUT Québec, le guide de sécurité des services de santé et des services sociaux de la Caisse, dont deux de nos collègues, Sylviane et Martine, que vous avez vu tout à l'heure, qui ont participé à la rédaction du chapitre sur la prévention des chutes. Techniquement, nous voilà au moment où nous allons amorcer, la discussion. Mais avant, j'aimerais peut-être attirer votre attention sur une publication qui a été faite, qui est toute chaude, en fait, de décembre 2013 de l'INES, qui a publié, en fait, un mémoire, en fait, une revue de littérature touchant les chutes chez les patients hébergés dans les établissements de santé, soins de courte et de longue durée, quelque chose que vous pouvez bien sûr accéder par la suite. On pourra peut-être vous le transmettre via la liste de la Caisse. Peu d'éléments, ce qui est un peu surprenant à la lecture qu'on en a fait, on a réussi à obtenir le document cette semaine, peu d'éléments touchent les transferts dans cette revue de littérature-là, mais je vous dirais qu'à la lumière en fait, de la présentation qu'on vient de vous faire, il y a quand même une piste intéressante à regarder au niveau de la mobilité de nos patients, la désorientation physique que peut causer les différents transferts. Encore une fois, c'est un changement d'habitude. On est des êtres d'habitude et les personnes âgées en sont aussi. Donc, encore une fois, c'est une incidence directe à la lumière de ce qu'on a mentionné. Le traitement de l'information était assez central dans l'analyse précédente que vous avez au niveau des transferts. C'est un beau casse-tête, hein, je vous dis, reconstituer ça, croiser l'ADT avec... nous, on a SI, SSS ici, là, je vous dis, c'est une belle gymnastique de chiffres, de croisement de bases de données, access, etc. Donc, quelque chose qui se fait, je vous dis, c'est assez laborieux, c'est amusant comme exercice et ça génère son lot de questions, d'où la présentation qu'on vous a fait. C'est un peu dans cette veine-là que je vous présente en fait la deuxième portion, qui était liée à une préoccupation assez importante touchant le délai de production de l'information des résultats de soins au sens large. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'analyse rapide suite à une chute pour avoir une incidence, bien oui, sur le patient et bien sûr sur les pratiques. Il y en a de même au niveau de l'information qui est disponible. Si celle-ci est disponible 4 ou 5 périodes financières plus tard, bien, on voit très loin, en fait, en rétrospective, ce qu'on a pu appliquer comme changement, ce qui amène son lot de défis. Puis je pense que c'était une préoccupation en cas qui était présente ici. Donc, les problématiques qui étaient observées, bien, c'était une insatisfaction des utilisateurs, gestionnaires cliniques, les conseillères cliniques, sur la fréquence de production et la nature de l'information fournie quant aux résultats de soins, les recommandations liées à l'implantation, l'utilisation des données, la production de l'analyse de données poussée par unité. Donc, on générait un délai dans ce cas-là au niveau de l'analyse, étant donné qu'on n'avait pas les données pour voir, bien, est-ce que ça se passe bien, ça se passe pas bien, où en sont nos déclarations de manière générale. La faible intégration des données actuellement reçues par les gestionnaires cliniques, c'est une des problématiques qu'on avait ramenées. On a fait dans une approche un peu, c'était pas un Kaizen, mais c'était une optimisation de processus qui ressemblait beaucoup, v'là plus de 2 ans. Capacité limitée d'entrée de données générant des délais de production, ça je l'ai mentionné. Difficulté des équipes de qualité, gestion des risques et DSI à produire des informations requises en fonction de la disparité des besoins. Donc encore une fois, des fois, certaines personnes voulaient avoir telle donnée ou autre donnée, donc on a voulu
en fait, standardiser un peu la production pour s'assurer qu'on était dans un mode où on était capable de faire, en fait, du benchmarking, l'étalonnage dans le temps. L'application informatique, le SISSS, qui est non convivial pour l'identification des causes souches. Certains ont Gestrisc dans les établissements, j'imagine qu'autour de la table, il y en a plusieurs qui l'ont. De notre côté, c'est SISSS. Au niveau de l'interprétation du data crunching, en arrière de ça, c'est pas simple bien souvent. Donc, ça pose quand même un certain nombre d'éléments qui génèrent la création de bases de données parallèles pour le suivi des patients. Donc, c'est pas nécessairement optimal. La diffusion peut structurer de l'information par courriel et non synchronisé. Donc, ce qu'on a fait, vous comprendrez qu'avant d'envoyer des courriels pour dire, bon, ben, voici vos résultats de soins, maintenant, c'est un fichier partagé que tout le monde peut accéder. On peut y aller en fonction du besoin au lieu de pousser l'information. Donc, les objectifs généraux, c'est de rendre disponibles les indicateurs de résultats de soins en temps opportun, qui est notre objectif, c'est vraiment par période, on a réussi à le faire. Optimiser le processus de production des indicateurs. On avait énormément de temps supplémentaire lié à rattraper le temps perdu. Donc, on donnait des espèces de bolus de temps. Excusez-moi le terme clinique pour ça, mais c'était un bolus qu'on envoyait, dire on a du renfort pour rentrer des AH223 puis de manière expéditive le plus possible. Éliminer les heures de renfort, donc ce qui était un objectif. Puis accroître la satisfaction des parties prenantes, bien sûr. Donc, ça a amené, en fait, si je pense aux acétates suivantes, sans tomber dans le détail du processus, bien sûr, on a fait une cartographie pour s'entendre, en fait, quels étaient nos délais de production rattachés à ça en fonction de la chaîne de valeur qui se trouve en haut, sur la déclaration, la transmission et le traitement de la saisie. Vous comprendrez ce qui est entouré en rouge, en fait, c'est la portion qu'on a attaquée de manière plus spécifique, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des certains nombres de constats au niveau des portions précédentes, soit la déclaration, les constats. Il y a quand même une réalité, bien, on a quand même des chefs d'unité qui sont pris dans un chassé croisé de priorités. Et bien souvent, le traitement des AH223 fait partie de ces priorités-là mélangées à toutes les autres. Donc, dans certaines périodes d'année, il y a toujours des délais qui sont induits, mais encore une fois, lorsqu'on revient avec des notions de mesure, la disponibilité de l'information, et particulièrement lorsque des gestionnaires ont besoin de ces données-là pour gérer, ça génère une certaine pression, une certaine urgence de faire, en fait, ce travail-là d'analyse des AH223 et non de les laisser traîner plusieurs périodes. Donc, ça a généré un certain nombre de comportements au-delà de la saisie. On a également fait le mapping du processus touchant les plaies contention, qui était centralisé dans une autre direction, la DSI, à ce moment-là. Donc, ce qu'on se rendait compte, la portion de déclaration des AH223 était vraiment seulement la direction générale, soit la qualité et gestion des risques, et au niveau de la DSI pour les plaies contention. Donc, ce que ça nous a amené par la suite, bien sûr, on a eu des travaux pour voir le processus cible. Ça nous a amené 3 scénarios. En fait, puis ça reste quand même un dilemme. Peut-être certains établissements sont allés plus loin que nous, mais c'est le mieux qu'on a trouvé dans le contexte de notre situation. Donc, vous voyez, le scénario de gauche qui a été retenu, en fait, c'est une intégration, c'est un partage, en fait, de l'entrée de données, de la saisie de données des AH223 entre la DSI et la DG. Donc, avant, c'était tout spoilé d'un seul endroit, donc on avait trop de charges versus l'espèce de balancement naturel qu'on essaie de chercher bien souvent quand on travaille dans le Lean. Le choix par programme et service, c'est un scénario qui a été ramené finalement par unité de soins, donc vraiment la décentralisation complète de la saisie de l'information. Donc, les forces qu'on a retrouvées au scénario qu'on a ramené, encore une fois, on a analysé les forces et faiblesses de chacun, et vous comprendrez qu'il y a certaines forces au niveau, par exemple, du scénario 3, qui touchent par unité de soins et unité de service, quant à la rapidité, à la responsabilisation, par contre, l'uniformisation et, je dirais, l'utilisation des ressources à bonne place et au bon moment, et en fait, la formation en continu des gens était particulièrement complexe, d'autant plus qu'on est sur un seul site. Je ne peux pas imaginer commencer sur plusieurs sites différents si la complexité est encore plus importante. Donc, l'intégration des processus des rapports et contention plaies. Donc, on les a intégrés, la rapidité de l'escalade des gravités élevées auprès des directeurs. Donc, ce qu'on a voulu s'assurer, c'est que l'information circule plus rapidement autour de ça. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Quand je dis directeur, ce sont les gestionnaires, mais en même temps que si c'est des gravités élevées, que ça soit communiqué le plus rapidement possible, qu'on prenne action. Encore une fois, pour que l'analyse se fasse rapidement également. Utilisation SSS pour la vérification des données, réduction du traitement papier, puis l'accès direct aux rapports et aux données grâce à un dépôt centralisé, ce qu'on a réalisé. Fondamentalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé. Puis c'est assez simple, encore une fois. On a regardé les heures travaillées de chaque côté pour voir qu'est-ce qu'on était capable de faire pour produire ça dans un délai d'une période. Donc, vous voyez que l'information touchant les résultats de soins, on parle de chute, tout ce qui est inclus dans l'AH223, puis les contentions soit donné en temps réel le plus possible. Donc, il n'y ait pas de délai au niveau de l'accès de cette information-là. Pour générer l'action, encore une fois, c'est pas faire des données pour produire des données, mais bien de donner les informations pour que la prise d'action soit faite le plus rapidement possible.
C'est le seul but autour de ça. Sinon, on n'a pas de temps à perdre avec seulement entrée de données et de la pure réduction de compte. C'est vraiment pour l'action puis pour, en fait, la sécurité de nos patients et la qualité des soins. Donc, à cet égard-là, il y a vraiment une séparation. Il y a un aiguillage qui est fait du côté de la DSI, de la DG et de la DSM. Donc, les formulaires, en fait, on a fait la volumétrie de ce qui était traité. J'ai entendu tout à l'heure l'énergie au niveau de C3S Énergie, Trois-Rivières. Vous avez mentionné 7 000. Nous, on n'est pas dans ces volumes-là, encore une fois. On est plus autour de 2500 à 3000 en H223 par année. Donc, encore une fois, c'est encore gérable. Tout volume, toute proportion gardée, c'est quand même... Bon, dans notre contexte, on avait des changements à faire là-dessus. Dans des établissements plus grands, c'est des volumes beaucoup plus élevés, c'est normal, avec 14 000 hospitalisations. Donc, encore une fois, il y a un regroupement des heures qui ont été faits. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart de ce qui est pris au niveau des programmes des unités de soins, c'est centralisé au niveau de la DSI. Puis tout ce qui est autre secteur, qui est beaucoup plus anecdotique, on parle des plateaux techniques, de la DST, des autres endroits où il peut se produire des H223, c'est au niveau de la direction générale. Donc, encore une fois, l'aiguillage est assez simple, mais on réussit à produire maintenant à la période. Vous allez voir également, on a indiqué des cibles pour chacun des éléments. En même temps, c'est un peu paradoxal, puis je vais demander de ramener ce point-là par ma collègue Carole Lavoie, qui est l'experte en la matière. C'est un peu paradoxal de mettre des cibles au niveau de la gestion des risques, puisqu'on peut empiéter sur la déclaration. Donc, c'est une réflexion qu'actuellement on a en tête. C'est intéressant de dire qu'on ne veut pas dépasser un certain seuil, mais ça a généré la réflexion pour la deuxième partie, en fait la troisième partie de la présentation que je vais inviter, où je vais inviter Carole Lavoie, et je vais compléter les éléments avec elle dans le cadre de la présentation. Donc, Carole, si tu veux bien venir, s'il te plaît. Qui nous a amené, en fait, à travailler sur l'analyse des variations, soit pour analyser les résultats en fonction des seuils de tolérance. Bon, dans un premier temps, juste pour vous expliquer d'où vient cette idée d'utiliser la théorie des variations dans le domaine de la gestion des risques cliniques, c'est qu'en fait, à chaque année, ici, à l'Institut, on s'exerçait ou on travaillait du moins à établir des cibles pour la gestion des risques. Et on le faisait à partir des déclarations à H223, des accidents et des incidents. Et on commençait à travailler à partir des moyennes annuelles. Alors, mais quand on discutait comment établir une cible, on n'avait pas vraiment de méthodologie autre que la moyenne. Et ça finissait beaucoup avec des discussions, donc on avait des avis différents en raison de l'absence de méthodologie. Donc, l'utilisation des moyennes annuelles, ensuite, on comparait d'une année à l'autre et on décidait d'un certain pourcentage d'amélioration qu'on pouvait peut-être arriver à faire pour les années à venir. Alors, naturellement, j'ai consulté aussi des collègues du réseau pour savoir s'ils avaient aussi de la difficulté à établir des cibles d'amélioration en lien avec les accidents. Et les réponses étaient variables. Certains me disaient que oui, d'autres non. Mais tous étaient unanimes à dire que c'était quand même difficile d'établir des cibles. Il n'y avait pas vraiment non plus de méthodologie particulière. Donc, puis moi, de mon côté, j'avais toujours un inconfort à utiliser la moyenne, naturellement, parce que, justement, ça ne nous permet pas de prédire qu'est-ce qui s'en vient. On peut s'attendre toujours à une certaine variation en question d'accident, donc on ne peut pas vraiment avoir le risque zéro, parce que le risque zéro n'existe pas. En fait, tout ce qu'on peut prédire avec la moyenne, c'est que les données seront réparties de part et d'autre de la moyenne dans une proportion à peu près égale, parce que c'est le propre d'une moyenne de se comporter de cette façon-là. Donc, j'ai ensuite discuté avec un de mes collègues de travail, M. Gino Albert, qui est maintenant directeur général du C3S de Montmagny, que je salue et remercie en même temps, parce que c'est lui qui m'a proposé de m'intéresser à comprendre les variations. Donc, il m'a proposé une lecture. C'est un livre qui traite justement des théories des variations. Et justement, au moment où il m'a proposé ça, ici, on s'exerçait également à faire la gestion intégrée des risques. Vous savez, la gestion intégrée des risques exige justement d'établir des seuils de tolérance. Et quand on parle de gestion intégrée des risques, là, je veux bien dire au sens large, là, les financiers, réputationnels, etc. Donc, c'était vraiment à propos. Alors, le livre traite de la théorie des variations. C'est M. Walter qui a inventé cette théorie.
alors qu'il travaillait sur une chaîne de production, de fabrication pour Bell Telephone à New York dans les années 20. Donc, ce n'est pas une théorie qui est très jeune. Il a aussi inventé les graphiques de contrôle, qu'on va voir un petit peu tantôt. Et c'est M. Deming, qui a diffusé l'information. Vous savez, M. Deming qui est responsable de la roue de Deming, celle qu'on voit dans l'amélioration continue de la qualité, là, régulièrement dans plusieurs documentations. Donc, M. Walter a reçu M. Deming en stage lorsqu'il faisait de la recherche pour justement établir des graphiques de contrôle et de la statistique. Et c'est M. Deming qui s'est rendu compte que ça pouvait s'appliquer pas seulement sur des chaînes de montage, mais aussi à d'autres secteurs de l'entreprise, comme les achats, par exemple, ou dans les activités privées, dans l'administration publique également. Donc, on pouvait l'utiliser dans plusieurs domaines. Les deux sont des mathématiciens qui sont demeurés amis très longtemps et justement, ils ont eu beaucoup à travailler ensemble par la suite. Donc, on retrouve dans la littérature beaucoup d'éléments, beaucoup de livres où on les voit travailler ensemble. Et la recherche qui a été menée dans le domaine de la statistique s'est passée naturellement dans les années 20 et 30, mais aujourd'hui, on la retrouve un peu partout dans le monde, comme je le disais. Alors, juste pour faire un petit clin d'œil sur la théorie, naturellement, dans un premier temps, je vais vous en parler, puis ensuite, je vais vous présenter un exemple dans la pratique. Donc, M. Walter, lors de ses recherches, a identifié deux types de variations. La première, c'est la variation routinière et la deuxième, la variation aléatoire ou instable. Alors, dans la première, on voit que le graphique est stable. Et dans une telle circonstance, eh bien, ce que nous dit la théorie, c'est que si on veut améliorer le processus, il faut faire une analyse approfondie pour être capable de trouver des causes et justement apporter des améliorations. Et normalement, dans un système stable, il n'y a pas de cause vraiment facile à identifier. Là, c'est une multitude de causes. Alors, c'est très difficile. Il faut changer le processus au complet. C'est ce qu'il nous dit. Dans le deuxième graphique, dans les variations aléatoires ou instables, on dit qu'il existe sûrement une cause spéciale. On a mis au pluriel, mais c'est très circonscrit. Ça peut être une ou deux causes. Qui s'ajoute justement aux variations routinières. Alors, on voit le graphique ici, là, qui n'est pas nécessairement stable. Donc, c'est difficile de pouvoir prédire, émettre des prédictions dans des situations comme ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le processus? Il faut identifier la cause et apporter des correctifs nécessaires le plus rapidement possible. Donc, il nous faut aussi un état stable pour qu'on ait les conditions nécessaires pour pouvoir faire des prévisions. Donc, il faut chercher d'abord la stabilité et ensuite, on cherche à réduire les variations pour améliorer nos processus. Donc, on va voir un exemple pratique. Alors, j'ai choisi ici les pompes à perfusion parce que les pompes à perfusion, c'est quand même un sujet qui est assez circonscrit, c'est-à-dire que c'est un processus en soi. C'est sûr qu'on ne peut pas utiliser, mettons, des processus cumulés, donc des données cumulées pour pouvoir vraiment faire ce genre d'analyse parce que, justement, on perd le contexte de la donnée. Donc, on ne peut pas prendre l'ensemble des erreurs médicamenteuses, par exemple. Il faut vraiment cibler un processus. Donc, le fait d'administrer des médicaments avec des pompes à perfusion représente un processus. Donc, on a utilisé celui-ci. Puis, l'avantage, c'est qu'on avait des données de quelques années, nous. Alors, ça nous a permis de pouvoir faire un essai avec ça. Donc, l'année ici qu'on vous présente, c'est l'année 2010-2011. Alors, la période 1, ce qu'on voit, c'est le nombre d'événements qui s'est produit. Donc, on voit en haut là, le graphique en bleu. La courbe en bleu, c'est le nombre d'événements par période. Alors que la ligne rouge représente la moyenne. Alors, on peut constater que la moyenne, justement, ce qu'elle nous dit, c'est que dans une proportion à peu près égale, on a des données au-dessus et en dessous de la moyenne. Donc, ça ne peut pas nous prédire qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir. Pour ce qui est de la ligne jaune en haut, la limite naturelle supérieure, bien, ce que l'auteur nous dit là-dessus, en fait, c'est que c'est un calcul qu'on fait avec les statistiques qui nous prédit justement que dans l'ordre de 99,5 % les données vont se retrouver à l'intérieur de cette variation-là. Donc, aussi longtemps qu'on n'apportera pas aucune
modifications dans le processus, on peut s'attendre à avoir des grandes variations comme on le voit présentement. Mais ce qu'on voit plus particulièrement dans le processus, en 2010-2011, on a réellement un graphique qui présente de l'instabilité, c'est-à-dire qu'on a certainement une cause spéciale qui s'est présentée. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de calculer maintenant notre étendue mobile. Pour y arriver, dans le fond, on prend la donnée de la période 1 et on fait la différence avec la donnée de la période 2 pour voir justement les écarts entre les deux points. Et on le répète ainsi de suite pour chacune des périodes. Et on le transpose dans le graphique que vous voyez ici. Donc, on voit justement la variation. Donc, c'est la limite de la variation qu'on voit en haut qui a été calculée avec aussi une constante qu'on appelle la constante 3,27. Alors, on utilise ensuite la moyenne des étendues mobiles pour être capable de faire ce calcul. Alors, essentiellement, ce que ça nous dit, c'est que le système est vraiment instable et qu'il y a une cause spéciale à cette problématique. Alors, j'ai pris les informations auprès de la direction des soins infirmiers parce qu'en 2010-2011, je n'étais pas ici. Alors, j'ai posé des questions à savoir est-ce qu'il y avait eu quelque chose de spécial à ce moment-ci. Et on m'a répondu qu'on avait procédé à l'achat de nouvelles pompes à perfusion et que ces pompes à perfusion-là avaient des problèmes de batterie. Ils ont dû faire affaire avec le fournisseur pour corriger la situation. Ils ont même mis un logiciel, rehaussé les logiciels des pompes à perfusion pour être capables justement de régler le problème. Dans la même foulée, les conseillères de la direction des soins ont aussi fait de la formation auprès du personnel pour renforcer justement les bonnes pratiques avec les pompes à perfusion. Ils ont fait de la sensibilisation et ils ont posé des affiches et tout ça, ils ont donné des outils aux équipes du terrain. Alors, ça a eu comme conséquence, comme résultat, si on regarde un petit peu plus loin, c'est que la première partie du graphique, c'est nos deux graphiques de tout à l'heure qui ont été transposés dans celui-ci. Alors, on peut voir qu'à la période, en début d'année, de la deuxième année du graphique, on voit une nette amélioration. Okay? Donc, c'est le moment où la direction des soins infirmiers a procédé à de la formation et a réglé le problème des pompes à perfusion. Donc, les gens ont réellement travaillé à diminuer la variation causée par une cause spéciale. Okay? Donc, on a réglé le problème avec les pompes. Alors, à ce moment-ci, c'est que ce que la théorie nous dit, c'est qu'on peut recalculer nos limites inférieures et supérieures, c'est-à-dire à partir des 4-5 données des périodes 1 à 5, et ensuite, on extrapole dans le temps nos données. On peut cliquer un autre coup, je pense qu'il y a des petits... Oui. Donc, le calcul est refait à partir des données qui sont dans le cercle rouge, là. Et ensuite, on peut extrapoler dans l'avenir pour être capable de voir notre étendue mobile. Alors, quand on voit l'étendue mobile ici, on voit un petit pic là, à la période 10. C'est un signal qu'on sort justement, c'est un signal qui nous informe qu'il y a peut-être une cause spéciale. Alors, pour aller voir si c'est une cause spéciale, on se rappellera que dans le graphique du bas, on fait le calcul des écarts entre le point d'une période et la période suivante. Donc, en bas, on transpose, c'est l'écart vraiment qui a été transposé sur le graphique d'en bas. Donc, pour être capable de l'interpréter, il faut avoir les deux courbes. Alors, on regarde le pic de la période 10 qui a été fait juste en haut. On voit qu'il y a une diminution. Donc, une diminution du nombre d'erreurs associées aux pompes à perfusion. Donc, ce n'est pas nécessairement un signal négatif, c'est plutôt positif. C'est que dans le fond, il y a eu une baisse significative, vraiment significative, des erreurs de pompe à ce moment-là. Que, naturellement, je n'ai pas l'explication pourquoi à ce moment-ci, mais on peut pas nécessairement penser qu'il y a une cause spéciale où on devrait porter des actions drastiques pour faire changer le système. Et, naturellement, on voit par la suite les différents moments où la direction des soins infirmiers a offert de la formation au personnel infirmier. Donc, vers la période 8, 9, 10, là, de la période de l'année 12-13, on peut voir aussi des améliorations. Donc, pour l'étendue mobile qu'on voit ici en bas en rose, on pourrait déterminer que c'est vraiment notre seuil de tolérance et que s'il y a des pics qui sortent du graphique, normalement, on devrait agir assez rapidement pour corriger la situation.
Alors voilà, c'est ce qui explique là, vraiment le procédé. Et si on avait eu les années antérieures, avant 2010-2011, on aurait probablement, avant l'achat des pompes à perfusion, on aurait probablement eu un graphique stable, comme on le retrouve là, maintenant depuis qu'on a apporté les modifications au problème. Alors voilà, je pense que ça pourrait nous aider peut-être dans l'avenir, justement, à pouvoir prédire un peu qu'est-ce qui s'en vient, puis agir au bon moment. Il y a toujours un danger dans un graphique stable d'agir en pensant qu'il y a une cause spéciale. On n'aura pas beaucoup de résultats. Et à l'inverse, si on décide, quand il y a des causes spéciales, qu'on change complètement le processus, bien, ça pourrait être l'équivalent, mettons, de se dire, dans ce cas-ci, on a juste enlevé les pompes à perfusion, on peut revenir comme avant, on va changer complètement le processus, puis ça va régler le problème. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Il faut vraiment trouver la bonne cause pour pouvoir agir dessus. Alors voilà, c'est peut-être que ça peut nous aider justement avec nos seuils de tolérance. Donc, pour ceux de la communauté de pratique, comme ouverture en amélioration continue, l'élément qu'on a discuté avec Carole, en fait, c'est vraiment une application. On aurait pu prendre également l'écart-type. Je vais revenir un peu sur ces éléments-là d'écart-type, parce qu'on parle souvent de Lean dans le réseau de la santé, mais ce qu'on associe un peu moins, c'est le Lean Six Sigma. La portion Six Sigma, bien, Sigma voulant dire écart-type, il y a un lien très, très direct avec ce que Carole a approché au niveau des pompes à perfusion. Et je vous dirais que je suis en train de faire les mêmes tests au niveau des indicateurs RH au sein de notre établissement, à savoir, est-ce que j'ai atteint mon seuil minimal et mon seuil de tolérance? Est-ce que je ne peux plus bouger en fonction de ce que j'ai actuellement, en fonction de ma moyenne mobile? Ce qui est intéressant de l'approche de Deming et de Schwartz, c'est qu'en fait, il simplifie l'approche de l'écart-type en travaillant sur l'extrapolation. Et moi, c'est ce que je trouve très, très intéressant là-dedans. Mais avant d'avancer là-dedans, tu peux-tu cliquer, s'il te plaît? Avant d'avancer là-dedans, je vais vous ramener un peu sur les notions de Lean Six Sigma. En fait, le concept de base de Lean Six Sigma, dans le fond, ce qu'on veut, c'est réduire la variation, tout comme l'a illustré Carole. Ben, il y a deux situations. Soit on est très éparse au niveau de nos résultats, qui est la portion de gauche. Donc, on n'est vraiment pas en contrôle en soi du processus. Si on peut prendre, par exemple, la durée moyenne la durée de séjour à l'urgence pour un patient, on peut avoir une moyenne de 15 heures, mais il est très, très éparse autour de la courbe. On n'est pas capable de prédire le temps d'attente d'un patient en fonction d'une pathologie. Ça va être variable d'un moment à l'autre. Donc, on est capable. L'idée, c'est vraiment de resserrer cet élément-là, ou bien on est complètement décentré de l'objectif. J'arrive toujours à côté, mais je suis très, très groupé. Donc, fondamentalement, ce qu'on veut faire, c'est atteindre le bullseye au centre, donc vraiment la cible, avec la bonne cible au centre, puis bien regroupée. Donc, on est capable de prédire le temps. On vit ça des fois dans nos organisations. Hein. On passe par la personne X pour le même processus ou une autre personne, puis la durée va être très, très variable. Ça s'applique assez bien dans notre quotidien, puis à peu près dans toutes les choses de la vie. Est-ce qu'on est capable de prédire le temps que ça va nous prendre pour aller au travail à chaque matin? C'est le même principe. Est-ce que je suis toujours à côté ou non? Donc, les notions de 6 sigma, bien, vous voyez au niveau du processus, un processus qui serait, par exemple, à 3 sigma, qui équivaudrait un contrôle à 93,32 %. Si vous voyez la partie de gauche, avec la limite supérieure, la limite inférieure, qu'on a une courbe normale, bien sûr, et les écarts-types, bien, en fait, sont toujours calculés en fonction de la moyenne. Donc, c'est la dispersion des points en fonction de la moyenne, et ça, mis au carré. On pourrait faire des lectures, bien sûr, sur ces éléments-là. Je ne donnerai pas un cours théorique sur l'écart-type, mais fondamentalement, la portion de défaut, vous voyez, est à gauche et à droite. Lorsque je suis en 6 sigma, puis il est très inspiré à ce moment-là, le 6 sigma de la production manufacturière, ou lorsque je suis en production, j'essaie d'avoir des défauts par million d'opportunités le plus faible possible. Donc, je vais avoir une incidence sur la qualité totale. C'est quand même dans le réseau, là, je pense que c'est plus d'une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ça a été discuté beaucoup, la notion de qualité totale, mais ça s'inspire essentiellement aussi du Lean Six Sigma. C'est quelque chose qui est regardé dans le cadre des projets Lean, bien souvent, au-delà de revoir les processus, bien, qu'est-ce que ça donne au niveau de la mesure? C'est le gros apport du Six Sigma dans ce cas-là. Si on va à l'acétate suivante. Je vais prendre juste quelques exemples, juste pour frapper l'imaginaire un peu. La notion du contrôle du processus est fichtrement importante, puisque dans un contexte comme celui-là, on ne peut pas se contenter d'être en contrôle à 90 %. Quelques exemples, ben, je pense que je vais prendre le troisième. Donc, si on était à 3 sigma, 93,32 %, mais c'est de l'eau non potable pendant 15 minutes par jour. Ça aurait une incidence majeure sur nos activités dans nos hôpitaux, dans notre vie quotidienne. Versus à 6 sigma, ben, j'aurais 1 minute tous les 4 ans.
Donc, on est vraiment dans une notion de contrôle un peu plus serrée. Des pannes d'électricité de 7 heures chaque mois versus 1 minute tous les 4 ans. J'aime bien celui de l'avion également. Deux atterrissages trop longs, trop courts dans la plupart des grands aéroports chaque jour versus 1 tous les 28 ans. Donc, encore une fois, souhaitons qu'au niveau de l'industrie aéronautique, on soit dans le Six Sigma. Et c'est vraiment la notion de la qualité totale qui en vient. La notion des seuils de tolérance amène la notion de ce qu'on regarde en fait par l'exercice que menait Carole au niveau des pompes à perfusion. Puis, comme je vous dis, on l'applique. C'est encore en recherche et développement chez nous, mais on va arrêter de fixer des cibles, on va travailler sur la notion de la tolérance. Donc, ne pas lever nécessairement des red flags, des drapeaux rouges lorsqu'il n'y a pas à lever ces drapeaux-là. Donc, il faut voir la notion de cyclicité dans nos résultats au lieu de s'énerver sur des données brutes. Bien sûr, il faut toujours avoir une correspondance entre la donnée brute et ses variations pour comprendre, mais également au niveau de la variabilité qui se retrouve et le seuil de tolérance qu'on décide d'avoir. Encore une fois, dans un contexte où on contrôle bien le processus, qu'on atteint bien la cible qu'on va avoir avec le moins de variance possible et qu'on est centré sur l'objectif.